Après avoir abordé le hard calling dans l'épisode précédent des héros de la vente, j'invite pour ce nouvel épisode Virgile Benyanière qui va nous parler de vente douce. Virgile va nous expliquer pourquoi aujourd'hui le rapport de pouvoir a basculé en faveur du client et comment le rôle du commercial évolue considérablement. Il en profite pour donner ses conseils, pour se valoriser, vendre son projet, ses produits, ses services, tout en restant intègre et authentique. N'hésitez pas à noter 5 sur 5 cet épisode sur Apple Podcast. Pour information, nous faisons une levée de fonds premier semestre 2021. Vous pouvez en parler autour de vous ou me contacter à ce sujet. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Virgile Benyanière. Virgile, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Virgile, je vais te demander, comme à tous les invités, de te présenter, nous présenter rapidement ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Entendu, déjà, merci beaucoup d'avoir le plaisir d'être avec toi sur ce podcast. Donc, Virgile Benyayer, je suis en fait directeur de la société Rhetorica, un cabinet que j'ai monté maintenant il y a 7 ans. Et on est spécialisé sur 3 thèmes, hein, le domaine de la vente, du management et du mental. Alors, on intervient selon différentes modalités, du conseil, du coaching, de la formation, en France comme à l'international. Et en termes de parcours, avant d'avoir cette société, eh bien, j'étais moi-même opérationnel dans le domaine de la direction commerciale. J'avais travaillé notamment dans les services B2B pendant 15 ans, notamment dans le voyage d'affaires, dans l'édition de logiciels, à différents postes de direction, direction des ventes, direction marketing. J'avais commencé en tant que commercial et j'avais eu également une expérience avant d'être dans le voyage d'affaires, notamment dans l'industrie de l'édition de logiciels. Voilà pour un bref résumé de la société Rhetorica et puis de mon parcours préalable. D'accord, bah écoute, merci Virgile, c'était simple et efficace. Merci. Donc aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet, donc c'est toi qui as choisi le sujet, tu voulais nous parler de la vente douce ou en anglais soft selling. Alors c'est intéressant parce que j'ai fait un épisode que je vais publier un peu avant toi qui était sur l'appel dans le dur, c'est-à-dire le hard calling. Mais là, on va pas parler plutôt de soft selling. Pourquoi tu as choisi ce sujet? Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que tu entends par vente douce? Eh bien, en fait, c'est vrai que pour moi, ce sujet de la vente douce ou du soft selling, hein, c'est vrai en anglais, c'est en ce moment un sujet majeur pour plusieurs raisons. La première, c'est que les mœurs, elles ont radicalement changé au cours des dernières années, d'ailleurs au cours des dernières décennies. Et il y a une partie, on va dire, qu'on pourrait appeler le hard selling, hein, la vente à l'ancienne, qui est en partie dépassée. Alors, le hard calling, comme tu disais, hein, c'est toujours d'actualité dans certains cas bien précis, donc je ne le dévalorise pas du tout, mais on va dire que la manière de vendre d'une manière générale a véritablement évolué. Par exemple, le rapport de pouvoir, il a beaucoup basculé en faveur du client, du consommateur, en raison, par exemple, d'internet, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de parcours client, plus que de process de vente. Et dans ce sens-là, c'est vrai que le rôle du commercial, le rôle du vendeur, il évolue en parallèle donc considérablement. Et puis surtout, il y a autre chose, particulièrement en France, c'est que parfois la notion de vente a mauvaise presse, est mal vue. Parfois, c'est même, perçu comme sale ou comme un tabou. Et pour autant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants, de gens qui sont tout simplement porteurs d'un projet et qui sont pas des commerciaux ou des vendeurs dans l'âme. Mais pour autant, ils doivent se valoriser, ils doivent vendre leurs projets, leurs produits, leurs services. Et donc, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui veulent bien sûr réaliser ces transactions dont on parle, mais ils veulent le faire avec une vente qui leur correspond, c'est-à-dire une vente qui soit bien sûr efficace, mais qui permet de rester intègre et complètement authentique. Donc c'est pour ça que on appelle ça la vente douce ou le soft selling, c'est-à-dire vendre de manière efficace, mais de manière différenciée par rapport à ce qu'on pouvait faire avant dans les années 80 et même dans les années 2000, parce qu'aujourd'hui c'est une vente qui va plus coller on va dire, aux attentes du marché, notamment au parcours client. Et donc, dans ce sens-là, on va développer un certain nombre de thèmes, si tu veux bien, dans ce podcast, qui permettront de montrer comment on peut incarner, concrétiser cette vente douce. Ouais, très bien. On va aborder ces différents thèmes. L'idée, c'est que
tu puisses peut-être donner quelques conseils, alors soit aux commerciaux qui sont en poste et qui peuvent retirer voilà, des tips de ce que tu vas nous expliquer, ou soit justement des entrepreneurs ou des indépendants qui sont pas forcément commerciaux, mais qui peuvent, on va dire, se rassurer sur que le fait de vendre, finalement, bah, c'est apporter d'abord une solution à son client et qu'on n'est plus effectivement dans l'opposition client commercial où le commercial vend quelque chose et s'en va, on ne le revoit plus et client a l'impression de s'être fait avoir. Absolument, c'est vraiment exactement comme tu viens de le dire, c'est quels sont, ben, les trucs et astuces, mais vraiment concrets, pragmatiques, pour incarner cette vente. Donc, on va voir plus en détail, hein, chacune des dimensions, mais on va parler, de comment, au-delà de ce qu'on vend, on fait passer une énergie, une émotion, comment on peut, faire passer le fait qu'on a confiance, hein, sans tomber dans l'agressivité ou l'arrogance, mais à la fois dans qui on est, dans le projet, dans les produits puis services qu'on apporte. Comment on peut également, bah, finalement, coller bien à un contexte bien spécifique, exprimer sa valeur de manière, encore une fois, originale, authentique et puis, travailler également sur la posture. C'est-à-dire que comment les personnes, vers qui on va aller ne nous perçoivent pas que comme un commercial justement, mais avec d'autres dimensions, j'ai envie de dire, à valeur ajoutée. Donc, on verra même d'ailleurs comment le discours peut se dérouler en termes de storytelling, comment on peut proposer, différentes choses, hein, via la notion des options et puis, également jouer sur la notion de plaisir, de perte, mais toujours dans une logique de vente sincère et authentique. D'accord. Mais écoute, très bien, alors par quoi tu veux commencer justement, pour donner un peu, Mmh. les dimensions de la vente douce? C'est quoi peut-être, la première chose à appliquer? Ben, j'ai envie de dire que probablement c'est toujours intéressant, de pas être que focus sur uniquement son produit, ou son service, son projet. Parce que finalement quand on communique, quand on partage avec un interlocuteur, bien il y a également de choses il y a énormément de choses qui passent par l'énergie, par l'émotion et en fait, en termes de neurosciences, ça s'appelle les neurones miroirs. Alors je me permets d'expliquer très rapidement ce que c'est, hein. Les neurones miroirs, en gros, si tu veux, c'est comme dans la vie de tous les jours, si jamais à un moment donné je suis en face de toi et que tu te mets à bâiller, ben, même si je suis pas fatigué, par, effet miroir, je vais probablement bâiller moi aussi. Si jamais j'ai un fou rire, tu sais peut-être pas pourquoi je rigole, mais c'est possible que tu commences à sourire et peut-être même à avoir le même fou rire toi-même. Donc en gros, les neurones miroirs, c'est que on a mécaniquement tendance à dupliquer l'énergie finalement qu'on déploie, hein, qu'on véhicule et donc, ben, il faut en être conscient et c'est toute une partie de la vente. C'est-à-dire que la vente, c'est pas uniquement techniquement mon produit et mon service, mais c'est toute l'énergie, toute l'émotion que je vais envoyer. Donc ça, c'est tout à fait important et ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'un côté qu'il faut réussir et je vais vous dire comment, hein, comment on peut à un moment donné, eh bien, gommer des émotions peut-être négatives du type doute, crainte qu'on peut avoir en soi et puis après derrière choisir la bonne émotion positive pour être raccord avec, quelque part ce qu'on veut faire passer à notre interlocuteur. Peut-être une petite anecdote qui permet d'illustrer ça. À un moment donné, comme j'interviens à l'international, on m'avait demandé d'accompagner un commercial B2B, en Allemagne, à Hambourg et en fait, je parle pas allemand, mais mon client me disait: «Mais c'est pas, dramatique, bien au contraire, tu te focuseras, encore davantage, notamment sur le non-verbal, sur ce que tu perçois, ce que tu ressens de la part, de l'articulation, de l'entretien, avec ce commercial». Alors, je fais, 1 rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous et à la fin du premier rendez-vous, j'avais rien remarqué de spécial, donc on débriefait bien sûr en anglais comme je parle pas allemand, mais 2e rendez-vous, je m'aperçois qu'à la fin du rendez-vous, si tu veux, et ben, il dit un truc du style, «Marsupilenzo, marsupilenzo» et puis, bah, moi je dis: «Tiens, c'est marrant ça» et puis j'avais remarqué qu'il tendait sa main en faisant un gros sourire à ce moment-là, si tu veux et puis que, bah, en parallèle, la personne, elle se levait et puis elle avait répété «Marsupilenzo» en tendant la main. Alors, bon, là, je lui dis: «Mais tu dis marsupilenzo en débrief à la fin?» il me fait: «Mais non, je vois pas du tout de quoi tu parles» et puis, je fais: «Bon, bon» et puis 3e rendez-vous, là, bam, ça à la fin de l'entretien, en conclusion, il répète les mêmes mots et puis, la même gestuelle. Alors là, je lui dis: «Non, non, mais je t'assure, il y a un truc qui se passe à la fin de ton entretien» et je lui dis: «Marsupilenzo». Il me dit: «Mais non, ah non, non, ça y est, je comprends» et il me dit: «Je dis: machen wir weiter so». Alors désolé pour mon accent allemand, mais en gros, il m'explique et je comprends que ça veut dire: «On fait comme ça, on continue sur cette lancée, on avance comme ça».
donc c'est pas forcément très facile de le traduire en français. Mais ce qui était génial, c'est que comme c'est du B2B et que c'était un cycle de vente où il ne signait pas en one shot, eh bien en fait, en disant ça, on avance comme ça, il avait cette signature mentale, j'ai envie de dire, cet engagement de la part de son interlocuteur, de son prospect, qui en fait, immanquablement, lui, il disait ça avec la patate, avec quelque part une bonne énergie, en tendant sa main proactivement, en faisant un gros sourire. Et puis, ben, les interlocuteurs prospects en face, les acheteurs, eh ben, ils avaient tendance à répliquer la même chose et ils disaient Machen wir weiter so, avec le même sourire et puis avec la même envie, le même élan. Et ça, c'est aussi les neurones miroirs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, ça permet de véhiculer une envie, un enthousiasme. Et c'est pour ça que cette notion d'énergie est cruciale. Alors, ça veut dire 2 choses, hein. Ça veut dire que d'un côté, il faut s'assurer, eh bien, de ne pas douter parce que j'ai envie de dire, c'est je vais prendre une analogie, c'est comme un chien dans la rue. Si le chien, il sent que tu as peur, eh ben, il te saute dessus et donc il faut s'assurer, sans tomber dans l'arrogance ou l'agressivité donc, d'être comme un encéphalogramme plat et au moins de ne pas transpirer cette odeur du fait de se dire: «Mon pricing n'est pas bon, il est peut-être trop cher, mon produit est peut-être moins bon qu'un autre». Non, il faut déjà se galvaniser pour avoir confiance. Et il y a des exercices qu'on fait dans des sessions de coaching, dans des formations, qui permettent hein, d'aller dans ce sens-là. Je ne pourrais pas là donner tous les détails de ces exercices, mais on peut travailler là-dessus. La deuxième chose, c'est que comme on le disait tout à l'heure, eh bien, à un moment donné, on va choisir une émotion positive, c'est-à-dire au-delà d'être neutre, parce que neutre, c'est bien de ne pas être négatif, mais il faut quand même aussi pouvoir séduire, persuader. Et pour séduire, persuader de manière authentique, il faut se dire, OK, eh ben, comment je vais sentir mon interlocuteur? Est-ce qu'il a besoin, par exemple, je donne 2 exemples, d'être rassuré ou d'être plutôt enthousiasmé, excité? Et bien évidemment, d'un point de vue des mots, du ton de la voix, d'un point de vue de sa gestuelle, c'est pas du tout pareil. Et ça, c'est aussi un autre exercice sur lequel on peut coacher différentes personnes pour aller dans ce sens-là. Donc en résumé, c'est ça, hein, c'est la première chose que je voulais partager, c'est comment, au-delà du produit, du service en tant que tel, eh bien l'énergie qu'on va véhiculer va permettre de marquer des points, encore une fois, de manière sincère et authentique. Ouais. Donc tu as donné un moyen mémotechnique pour les auditeurs, hein, ce sera le marsipulami enzo, où du coup, avant les rendez-vous, ils pourront se dire ça. Et l'idée de ce moyen mémotechnique, c'est de ne pas oublier en fait de passer une énergie Oui, pendant le rendez-vous, à la fin du rendez-vous. Moi, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a pu aussi, par exemple, me reprocher au début de ma carrière de commercial. Sur mes premiers rendez-vous, j'étais peut-être pas trop assez énergique et je faisais le rendez-vous parce que je suis quelqu'un de calme et très zen, mais il faut pas oublier aussi à un moment donné de faire passer, comme tu dis, une émotion, surtout que j'étais dans le sport, donc tu vois, il fallait à un moment donné parler un peu plus de résultats, de oui, gagne. Sur la comment croire en soi, la confiance, alors c'est vrai que là aussi, souvent quand on commence sa carrière de commercial, c'est quelque chose qui peut faire défaut. Tu nous as parlé d'exercices où tu voulais pas trop rentrer dans le détail. Est-ce que tu as quand même peut-être quelque chose qu'on peut faire tout oui, seul sans bien avoir sûr. besoin forcément d'être en coaching Mmh. est-ce que, moi je sais que par exemple j'ai l'habitude un peu comme là aussi les sportifs, de visualiser un Oui, peu le rendez-vous. oui. Alors c'est vrai qu'il y a la visualisation, ça c'est une technique qui est tout à fait intéressante, hein, le fait de se projeter et d'ailleurs dans ce sens-là également de répéter. Donc c'est pour ça que la simulation, les exercices, de jeu de rôle, de mise en pratique avant le jour J, hein, comme c'est intéressant, tu parles de sport, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire si j'ai un rendez-vous important, bah, c'est comme un sportif, s'il a jamais il a un match important, il se prépare, il répète et c'est vrai qu'il faut faire pareil dans le business et parfois on le fait pas assez. Donc on se concentre parfois comme on le dit, hein, trop sur le contenu et pas assez sur comment je vais m'y prendre. Donc, il y a la répétition et puis il y a aussi une deuxième chose qui là est de l'ordre de l'introspection, c'est de lister et ça c'est vrai que des sportifs le font, des artistes le font, chanteurs et cetera, ou aussi des grands conférenciers, hein. Ils listent des expériences passées positives, dans leur tête et en général, ils l'ont fait bien sûr, hein, en amont de la répétition parce que comme ça permet qu'ils se reboostent mentalement. C'est-à-dire qu'ils se disent: allez, je me rappelle tout ce que j'ai réussi comme succès et qui leur parle à eux, hein. C'est pas forcément des records du monde, mais c'est des choses, qui redonnent confiance en soi parce qu'on se dit: «C'est quand même chouette au cours de ma vie, il y a eu telle réussite, il y a eu, telle performance, il y a eu telle situation que j'ai réussi à retourner positivement» et ça, c'est une autre astuce qui est plus de l'ordre de l'introspection que de la répétition, mais qui permet d'aller dans ce sens-là.
D'accord, donc bah, écoute, très bon exercice. C'est vrai qu'en en plus de voir comme ça le verre à moitié plein, constamment, bah, ça joue sur ta positivité, donc c'est même intéressant en dehors de la vente. Ensuite, qu'est-ce que tu peux donner un peu Oui, comme dimension de la vente douce? Donc, on a oui, compris passer une oui, énergie, avoir confiance en soi. oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, ce qu'il y a d'autre pour que, j'ai envie de dire que la vente soit personnalisée, parce que c'est ça, hein, c'est-à-dire que quand on est dans le soft selling, on ne veut pas du tout être perçu comme un commercial, j'ai envie de dire bourrin, bulldozer. Et donc là, c'est se servir habilement d'un contexte. En gros, la personne qu'on va appeler, de laquelle on va se rapprocher, hein, ça peut être sur d'autres médias, l'email, les réseaux sociaux, mais dans tous les cas, on veut que cette personne, elle comprenne qu'on l'approche pas par hasard, ni elle, ni à un moment au petit bonheur la chance. Donc l'idée, c'est de se dire comment cette personne, elle peut effectivement comprendre authentiquement qu'elle n'est pas la 151e sur une longue liste. Et là, il faut qu'elle comprenne qu'on l'appelle elle spécifiquement et pas un autre pour une raison bien précise. Alors pour ça, il y a différentes astuces. Si on est par exemple sur des grands comptes, une des astuces, mais que les commerciaux n'appliquent pas forcément tout le temps, c'est de checker la lettre aux actionnaires. Parce que c'est génial, dans la lettre aux actionnaires d'un grand groupe, ils vont parler finalement de comment la stratégie au cours de l'exercice passé a été déployée, ce que ça a donné, et ils donnent toujours aussi de la prospective sur les années à venir. Donc ça c'est top. Bon, c'est pour les grands comptes. Mais si jamais on est sur des PME ou des ETI, eh ben, on peut tout à fait aller chercher des éléments qui sont sur des articles de presse, des news qui sont sur leur site web ou via les réseaux sociaux. On peut se servir d'une recommandation de quelqu'un qu'on a eu ou d'une évolution de la réglementation, peut-être même d'un événement qui a lieu dans le secteur, on va dire, de la société, enfin des interlocuteurs qu'on approche, ou d'une information même personnelle qui est liée par exemple au profil du contact qu'on approche, typiquement sur LinkedIn, entre autres. Donc c'est trouver en gros le prétexte qui va permettre justement de contextualiser de manière à ce que l'approche soit plus personnalisée et donc la connexion émotionnelle qu'on va du coup développer, elle sera aussi plus sincère et plus pertinente. Ça, Ouais, c'est un deuxième levier. c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, on est sur une époque où trouver des informations sur son prospect, ça n'a jamais été aussi facile. Mhm. Tu as parlé LinkedIn, bien sûr, tout ce qui est Google, mais tu as même maintenant des entreprises qui développent des outils spécifiques pour les commerciaux pour trouver en fait les actualités de tes prospects. Mhm. Je pense Absolument. notamment à Nomination qui va passer aussi bientôt dans ce podcast. Oui. Mais il y en a d'autres, pour notamment si on prospecte à l'international. Euh, et ça, effectivement, même si on est aussi dans une ère où beaucoup de gens font des mails ou des messages sur LinkedIn de manière automatique, finalement, on se rend compte que si on prospecte peut-être de manière plus ciblée, et du coup beaucoup moins en masse, on a aussi beaucoup plus de résultats. Mhm. Absolument. Alors ça, c'est bon, c'est un des leviers, hein. Et puis, je dirais que il y a aussi la manière dont on va exprimer sa proposition de valeur personnelle. C'est-à-dire que à un moment donné, pour que ce soit sincère et authentique, l'idée, c'est de se dire, comment on peut, faire percevoir sa propre marque, j'ai envie de dire, mais même au niveau, personnel. Ça, par exemple, tu connais peut-être le livre, de Tom Peters et Peter Montoya, sur ce qu'on appelle le personal branding. Alors, bon, c'est un vaste sujet, hein, mais c'est vrai que ça comprend le logo, le nom de l'entreprise, plein de choses, carte de visite, tous les messages que vous pouvez avoir, même finalement les articles, les communications que vous pouvez, on va dire, mettre à disposition. Et là, la question, c'est de se dire, à un moment donné, si jamais on me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est comment je réponds à ça. Pourquoi je pose cette question? Parce que souvent, quand je dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie à des gens qui sont coachés, ils vont me répondre, qui ils sont. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ils me disent, je suis tel poste dans telle entreprise. Alors c'est intéressant parce que finalement, en disant ça, ils n'ont pas répondu ce qu'ils faisaient, mais qui ils étaient. Et donc ils ont finalement remis le focus sur eux, alors que l'intérêt, c'est de parler quand même du client et puis de la valeur ajoutée qu'on apporte. Et si possible d'ailleurs, pourquoi on le fait le mieux que quelqu'un d'autre, hein. Donc j'ai envie de dire que l'idée, c'est de se dire comment on peut peut-être travailler sa proposition de valeur personnelle, ce qu'on pourrait appeler en anglais son USP personnel, son Unique Selling Point ou Unique Selling Proposal, de manière à ce que notre manière de se présenter, elle va être plus impactante, plus, j'ai envie de dire, plus différenciante.
Par Ouais. exemple, si jamais moi je te dis, ben, je suis consultant en technique de vente, OK, c'est clair, mais tu fais pas partie, de j'ai envie de dire de la formulation. Si jamais je te dis: «Ah, ben, moi j'aide mes clients à vendre, plus vite et plus cher», ben, là, pour le coup, le client fait partie de la phrase et puis derrière, il y a la valeur ajoutée. Donc chacun peut aussi travailler, là-dessus, que ce soit dans la manière dont il va se présenter verbalement, dont il se présente par exemple sur sa fiche, LinkedIn, mais c'est vrai que ça ajoute de l'originalité et puis ça indique parfois plus clairement, eh bien, finalement ce qu'on fait et on peut de toute façon combiner les 2, hein. On peut dire: «Je suis ingénieur commercial dans telle société et concrètement mon rôle c'est de», hein, donc il n'y a pas une seule manière de le faire. Mais souvent, ça permet pour le coup de se dire: «OK, si jamais je veux avoir un discours qui est clair et qui est différenciant, et ben, ça se prépare parce que ça s'improvise pas complètement, au cours d'une réunion ou d'un appel téléphonique». Donc j'invite, bah, pour le coup, ceux qui veulent développer aussi leur vente douce, ben, à savoir quelle est finalement sa phrase ou ces 2 phrases qui permettent de manière très synthétique d'avoir un positionnement hyper clair. Oui, puis là, c'est un conseil que tu peux appliquer finalement à pas mal de choses, notamment par exemple, si tu vends un produit, Mmh. quand on demande de présenter ton produit, peut-être qu'avant de présenter toutes ses fonctionnalités, tu peux présenter justement la finalité et la valeur que ça apporte. Et pareil, c'est un conseil qu'on peut appliquer aussi dans les présentations que l'on voit sur les réseaux LinkedIn, sur le réseau LinkedIn. Souvent, les gens mettent, bah voilà, je suis commercial dans telle société. On on peut conseiller aussi de mettre rapidement, en fait, qu'est-ce que tu apportes, à tes C'est ça. prospects? Plutôt que de mettre ton poste, finalement. Absolument, c'est-à-dire que, typiquement, pour le coup, plutôt que de parler d'assurance crédit, on peut parler du fait qu'on aide les entreprises à se développer. Plutôt que de dire qu'on est vendeur pour telle marque de luxe, on peut dire: «Moi, je conseille mes clients dans la réalisation de leur look». Bref, à chaque fois, c'est le fait, de déplacer, la manière de s'exprimer pour que ce soit, ben, plus clair et plus intéressant pour la personne à qui on parle de manière, bah, de manière, j'ai envie de dire, réelle, pour que ce soit avec un langage simple et qui correspond à ce qu'ils pourront trouver derrière. OK, très bien. Donc là, on a parlé de pas mal de choses, hein, de l'énergie, de la confiance, Mmh mh. de l'adaptation, de son discours à un Oui, contexte, de la manière de se présenter. oui. Est-ce que tu as encore d'autres conseils à donner dans ce thème-là? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait effectivement développer, mais je crois qu'il y a un élément qui est essentiel, qu'il faut aborder, c'est la notion de posture. C'est-à-dire que si on veut être dans une vente qui est une belle vente, sincère et authentique, forcément, il faut dépasser le statut de vendeur et de commercial. Encore une fois, c'est un très beau métier, mais le métier, il évolue et il évolue notamment vers la notion de conseil, de partenaire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en anglais être un trusted advisor. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut commencer par donner, avant de prendre. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire: «Comment je peux faire percevoir à mon client que je suis pas uniquement là dans une logique transactionnelle, c'est-à-dire de vendre quelque chose, mais également de lui apporter et avant tout de la valeur». Donc être un interlocuteur crédible, être un contact positif. Pourquoi je dis ça? Parce que, bah, faut se mettre à la place des gens qu'on approche. Ils se font approcher tout le temps, toute la journée et la première impression, c'est soit une réaction où on se dit: «Ah, c'est chouette, je suis en contact avec telle personne, je vais encore passer un bon moment et puis récupérer de la valeur», ou tout de suite, sinon, eh bien, tomber du côté plutôt de l'anxiété. Dans la vie perso, on le voit bien. Moi, par exemple, quand je reçois un appel de mon opérateur télécom ou, de ma banque ou je prends, allez, d'autres exemples, hein, de l'URSSAF ou que je reçois un recommandé à la poste, en général, je me dis: «C'est rare, hein, qu'on m'envoie une lettre d'amour, en recommandé à la poste». Quand je reçois, une nouvelle de la part des organismes que j'ai, mentionnés, bon, bah, c'est peut-être qu'il y a un truc à régulariser ou quelque chose. Donc c'est plutôt anxiogène et l'idée, c'est de se dire: «Si jamais je développe une posture où j'apporte de la valeur, où je suis pas simplement là pour vendre, eh bien, du coup, ça va énormément jouer sur une belle relation que je vais développer». Alors comment on fait ça concrètement? Bah, l'idée, c'est de se dire au-delà de ce que je veux vendre, comment je peux apporter un conseil spécifique? Comment je peux apporter, j'ai envie de dire, quelque chose de complémentaire, une cerise sur le gâteau, un complément d'âme. Donc ça peut être aussi, le fait de faire part, hein, d'un article, spécialisé, par rapport à un centre d'intérêt ou l'activité de son interlocuteur, de le mettre en relation d'ailleurs avec quelqu'un d'autre si c'est pertinent et on voit bien que ça correspond bien, dans cette nouvelle manière de vendre qui est plus en mode on est plus en mode pull, hein, on attire vers soi qu'en mode push où là on essaye de passer en force.
Il y a Castiglione qui avait écrit un livre il y a longtemps maintenant, il y a plusieurs, pour le coup, siècles, et qui s'appelle le livre du courtisan. Et on voit que c'est une manière de courtiser. Il appelle ça, dans son livre, la sprezzatura. La sprezzatura, pour qu'on ait une image en tête, c'est un peu Marcello Mastroianni. C'est-à-dire que c'est cette sorte de désinvolture, de nonchalance, mais avec classe. Et donc, quelque part, c'est bien ça qui est intéressant de développer, c'est comment, à un moment donné, on peut avoir ce complément d'âme en apportant justement autre chose que le produit et le service qu'on veut vendre, parce que c'est ça aussi que les gens ils achètent. Ils achètent les gens en qui ils ont confiance, les gens à qui ils se sentent bien. Et en général, c'est lié à la posture qu'on va incarner, de manière à pas être uniquement sur le produit et sur le service. Ouais, c'est c'est, c'est un conseil que j'ai eu, sans doute dans un des podcasts que j'ai fait, mais effectivement d'essayer à chaque interaction d'apporter de la valeur. Et ça, c'est un exercice intéressant à faire, c'est de se dire, OK, là, je vais appeler quelqu'un, je vais envoyer un mail. Qu'est-ce que je peux lui apporter en plus? Alors, dans un rendez-vous, ça va être essayer de comprendre, ce que la personne fait et si on peut, de lui donner un conseil ou 2, mais qui est pas forcément relié à son produit. Mhm. Dans un mail, ça peut être, une ressource que moi j'utilise par exemple beaucoup mes podcasts pour dire, «Tiens, je sais que vous avez aujourd'hui une problématique de recrutement, je vous invite à écouter ce podcast sur le Oui. recrutement des commerciaux». Et aussi, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup pratiqué par les Américains, notamment les entrepreneurs dans la Silicon Valley. Ils ont un peu ce mantra qui est pay it forward, Oui. c'est-à-dire donne sans forcément attendre en retour. Et à un moment donné, le karma va faire que ça va te revenir Oui. finalement Oui. puissance 1000. Ben, c'est ça, c'est Ils font exactement beaucoup. comme tu le dis, hein, à un moment donné, c'est cette phase souvent en amont qui fait que derrière, bah oui, la personne, elle sait que, elle peut compter sur toi dans tous les sens du terme, hein, et qu'à un moment donné, tu es bien sûr là aussi dans ton propre intérêt, mais que tu es capable d'investir de l'énergie, du temps et que le retour viendra après. Et que quelque part, c'est ça une relation de confiance, une relation à valeur ajoutée, c'est pas être trop court-termiste, hein, et c'est pas être focus sur uniquement l'aspect transactionnel. Tu l'as dit avec tes mots à toi, je suis absolument d'accord. Ouais. Tu m'as dit en préparant l'interview que il faut aussi essayer de raconter une histoire qui parle à son interlocuteur. Oui. Comment tu procèdes? Ben, c'est vrai que la notion, hein, qu'on appelle en anglais le storytelling, raconter une belle histoire, c'est déterminant. Et si on veut être dans une belle vente, ben, on ne peut pas se contenter uniquement d'éléments rationnels. Il faut à un moment donné que le cerveau de notre interlocuteur il puisse s'illustrer, se projeter, naviguer aussi émotionnellement. Et c'est pour ça que le storytelling, c'est vraiment quelque chose qui permet d'incarner une vente douce. Quand on va faire comprendre à travers une histoire qui peut être d'ailleurs en projetant l'interlocuteur ou en parlant de personnes qui lui ressemblent ou qui l'admirent, hein, eh bien, de raconter l'histoire pour qu'il puisse se projeter lui-même. Ça, c'est très important parce que même si on est clair sur les avantages, les bénéfices d'un produit, c'est toujours intéressant de projeter un film, j'ai envie de dire, sur son écran mental, pour qu'il puisse véritablement s'imaginer, donc au sens propre comme au sens figuré, eh ben, dans ce meilleur avenir, dans ce meilleur espace, parce que c'est ça, hein, finalement, faire rêver l'interlocuteur, mais de manière, encore une fois, authentique. Il ne s'agit pas de survendre, il ne s'agit pas de raconter une histoire qui risque de ne pas se réaliser. L'idée, c'est que ce soit vraisemblable, mais que comme ça, eh bien, l'interlocuteur puisse encore mieux comprendre, encore mieux, j'ai envie de dire, ressentir ce que ça va lui apporter. Alors, bah, c'est comme n'importe quelle histoire, c'est mieux si jamais c'est le héros de cette histoire. Un- une tendance qui serait mauvaise et complètement contraire à la vente douce, c'est d'être focus sur soi, encore une fois, sur son produit, sur son service, sur son entreprise, alors que la seule chose qui compte pour l'interlocuteur, c'est lui. Et ce que ça va lui apporter, comment il va être mieux en fonction de son critère de performance ou de sa motivation. Et c'est ça qui compte. Donc il faut qu'il soit le héros de cette histoire, en tout cas qu'il y ait une place déterminante et que nous, avec notre entreprise, notre produit, notre service, on soit au service de cette belle histoire. Il y a plusieurs astuces, hein, en la matière. D'autres astuces, c'est par exemple aussi, j'aime beaucoup, pour avoir cette posture de conseil, encore une fois, c'est de proposer des options. Parce que quand on propose des options, ça montre à l'interlocuteur que, eh ben, on n'essaye pas de pousser une chose unique, mais on essaye de lui dire quelle est l'option qui va le plus te correspondre. Et il y a tellement de métiers qui l'incarnent bien, au lieu d'imposer quelque chose, on propose donc deux, trois options, et puis ben, habilement, mais encore une fois, de manière
avec une vraie volonté d'éclairer son interlocuteur, eh ben, on l'amène à considérer l'option qui, en général, est une bonne recommandation, mais ça lui permet de mettre en perspective quels sont ses autres choix possibles. Et ça, c'est vrai que les consultants vont souvent, de toute façon, souvent comme ça. Quel est votre point de départ finalement? Quel est le point où vous voulez arriver? Quels sont tous les facteurs externes, toutes les choses qui peuvent impacter le fait que vous naviguiez entre ce point de départ et ce point d'arrivée? Et puis du coup, il y a différentes manières de s'y prendre. Donc ça, je pense que dans le storytelling, ça permet aussi de voir les différents chemins qu'on peut prendre. Et puis, pour chacune de ces options, ce qui est intéressant, c'est que parfois on a trop tendance à se focaliser en disant ouais, c'est super, si tu vas dans telle direction, ça va être top, voilà la valeur ajoutée. C'est vrai, mais il y a quelque chose qui est parfois tout aussi impactant, voire même plus, c'est de faire aussi comprendre à un moment donné le risque de ne pas aller quelque part. Donc ça, il faut le faire de manière habile, mais si on veut le faire d'un point de vue d'une vente douce, c'est encore une fois le fait de se dire, il est finalement de mon devoir aussi d'éclairer l'interlocuteur du risque qu'il prend à ne pas bouger ou ne pas aller dans la direction que je lui recommande. Donc il faut le faire de manière, encore une fois, intelligente, mais se décider, c'est toujours prendre un risque, hein. C'est parce que c'est renoncer à quelque chose et à un moment donné, c'est vrai qu'un client, il peut être hésitant, il peut se dire: «Est-ce que j'y vais? J'y vais pas?» parce qu'il y a toujours le risque d'y aller. Mais il faut aussi parfois éclairer sur le risque de pas y aller, parce que c'est ça aussi apporter un conseil sincère, un bon accompagnement, c'est aussi justement, de voir tous les tenants et aboutissants. Donc parler, de la valeur ajoutée certes, mais parler aussi du risque si jamais on ne va pas, quelque part ou qu'on n'y va pas maintenant. Ça, c'est aussi une manière, pour le coup de muscler, hein, un beau storytelling. Ouais, c'est vrai qu'on a fait, on a fait plusieurs épisodes sur les choses que tu viens de dire. Donc un épisode sur le storytelling, que je vous invite à écouter, qui est très sympa. Et aussi un épisode sur, effectivement, comment jouer un peu sur la perte, si la personne ne collabore pas avec vous, et notamment essayer de chiffrer ça. Alors c'est pas un exercice facile, mais donc c'est un épisode, qui a été fait avec Marc Richard de bonjour.io, donc je vous invite à l'écouter aussi, où on en parle pendant 1 heure. Donc voilà. Est-ce on va arriver à une trentaine de minutes d'interview. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce thème, Virgile? Disons qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait, on va dire, détailler encore, davantage, mais je pense que là, on a abordé quand même des dimensions principales par rapport à la notion de vente douce, par rapport à cette notion de soft selling. Je crois que, peut-être en résumé, hein, l'idée, c'est de se dire, grâce à ces dimensions, finalement, je me sens à l'aise dans la vente, dans le sens, positif du terme. C'est-à-dire que, j'apporte de la valeur, du conseil, de manière, sincère et authentique et donc du coup, j'ai envie. Parce que quand on a envie, on l'a dit au début, c'est contagieux l'envie. C'est-à-dire que, c'est une émotion donc les gens, ils ressentent quand on est là pour vraiment qu'on y croit, et qu'on se sent, dans cette incarnation, on va l'avoir en retour de manière positive et donc c'est, avec les trucs et astuces que je viens de partager, comment la vente peut se faire de manière douce, vraiment en attirant à soi de manière positive, plutôt que de pousser de quelque manière que ce soit. Et ça colle vraiment, j'ai envie de dire, à ce qui s'est développé ces dernières années et qui va continuer très probablement à s'accentuer dans les prochaines années également. Ouais. Non, mais c'était très bien que tu nous rappelles toutes ces choses-là qui peuvent paraître, finalement simples, mais c'est des fondamentaux qu'on n'a pas toujours en tête. Et c'est vrai que peut-être les derniers épisodes que j'ai pu publier, ça a été assez technique, notamment pour les directeurs commerciaux. Et là, finalement, c'est des conseils qu'on peut s'appliquer, même si on n'est pas commercial Tout à fait. soi-même. Et qui Donc remet, qui merci remet pour ça. l'humain, hein, c'est vrai, au centre. Pour le coup, de ce rapport qu'on va avoir avec, quelqu'un et comme on parle de rapport, de relation, c'est clair que c'est l'humain qui fait aussi la différence et puis c'est se sentir bien, j'ai envie de dire, qui est important dans l'articulation de la valeur ajoutée qu'on va apporter à quelqu'un. C'est ça la vente douce, c'est ça le soft selling, pour qu'il y ait une belle relation qui se déploie. Ok, très bien. On va passer aux dernières questions, si tu veux bien. Est-ce que toi, tu as un contenu à conseiller aux auditeurs sur la vente qui peut être audio, vidéo, des lectures, des livres? Est-ce que Sur tu as la ça? vente, alors forcément, on va dire que je fais du prosélytisme, mais mon associé principal, c'est Michael Aguilar, qui, a écrit, un bon nombre de bouquins, qui est un très grand conférencier
et forcément, ben, j'ai envie de parler de lui, pas parce que simplement c'est mon associé, parce que il a écrit des bouquins, mais qui sont super, ils sont faciles à lire, c'est pragmatique, c'est plein d'illustrations, en termes d'exemples, en termes justement d'anecdotes, donc c'est hyper concret. Donc il en a écrit plusieurs, hein. Le bouquin phare, c'est Vendeur d'élite, mais il en a écrit d'autres après sur plein de thématiques de la vente, par exemple vaincre les objections, pardon, pas vendre, vaincre les objections. Il y en a encore d'autres, hein. Mais c'est vrai que ces livres, je les ai moi-même lus, bien sûr, et le nombre de participants qui me disent que ça fait partie, on va dire, de leur livre de chevet. Alors, livre de chevet ou en tout cas des bouquins qu'ils ont lus, qu'ils relisent de temps en temps et où parfois ils vont sur des passages spécifiques sur telle ou telle technique. Donc, ouais, c'est sûr que je pense à lui en priorité, oui. D'accord. Alors j'ai plusieurs auditeurs qui m'ont demandé si Michael Aguilar allait passer dans le podcast. Donc j'ai envoyé un message à Michael, mais Ok. sans retour. Donc l'invitation est lancée. Je compte sur toi, Virgile, tu pourras lui en parler. Eh ben, ça marche, je me le note et ça sera avec plaisir que, que je lui ferai une piqûre de rappel par rapport au message que tu lui as envoyé et puis par rapport à notre propre expérience à tous les deux au cours de ce podcast. Au cours de ce podcast, je vais y arriver. Ouais, pas facile à dire. Ouais. Est-ce que tu as au-delà des livres, est-ce que tu as des outils qui peuvent être des logiciels ou des routines qui peuvent être autre chose, le yoga par exemple, qui t'aident à être efficace, concentré au quotidien? Est-ce que tu as des choses comme ça que tu utilises assez souvent? Moi, j'ai envie de dire que pas forcément des éléments techniques, hein, pas forcément du software ou d'autres choses. Je crois que moi, c'est plutôt des bonnes pratiques liées à comment je passe ma journée. Comme tu peux l'imaginer, ben, dans notre métier, on est souvent en mission, que ce soit à distance ou en présentiel avec les clients. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer tôt ma journée, parce que comme ça, avant de commencer ma mission, qui commence, je sais pas, en général, tu vois, à 9 heures, eh ben, j'ai déjà un bout de journée avant. C'est-à-dire que ça me permet de bosser, ou ça me permet de me relaxer, ou ça me permet de méditer, ça me permet de faire un certain nombre de choses qui fait que j'ai déjà un bout de journée de vécu avant de me lancer dans ma journée pro et avec la mission qui commence. Puis il y a une autre chose que j'aime bien faire, ben, c'est marcher ou courir. Pourquoi? Parce que ben, c'est là où quelque part j'arrive à, au-delà du fait de me relaxer, ben, à réfléchir, à avoir des nouvelles idées. Et puis, ben, ça m'arrive souvent aussi quand je fais mes joggings, ben, quand j'ai un stage qui est un stage ou une conf que j'ai pas encore déployé, ça me permet de me la remettre bien en tête. Ça me permet de me dire, tiens, voilà, là, il y a telle illustration que je pourrais aller chercher en plus, il y a telle anecdote qui là va être sympa à raconter. Donc marcher et courir, moi pour moi c'est des bonnes pratiques. En plus c'est vraiment facile, on peut le faire quasiment quasiment partout et ça fait du bien psychologiquement, mentalement. Ouais, tout de suite, ça c'est un conseil qu'on peut donner. On peut être bloqué à un moment donné dans sa journée et avoir l'impression de ne pas savoir comment passer à l'étape suivante ou comment avancer. Et tout de suite aller se promener un peu, s'aérer l'esprit, ça remet vraiment les idées en place, quoi. Ouais, Moi, je complètement. fais ça 3 fois par jour parce que j'ai un petit chien, donc Ouais. donc je me le pratique tous les jours aussi. Et puis ça permet d'être créatif, hein. Je pense que c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est toujours dans le même environnement, qu'on est, très focus, c'est bien d'être focus, mais de s'évader, bah, ça permet justement, et ben, à un moment donné, de réappréhender, de, penser une problématique, une thématique, mais avec, une autre perspective. Quand on est dehors, c'est ça qui est génial. Quand on court, quand on marche, on a de la perspective. On peut regarder en l'air, voilà, il y a des perspectives dans tous les sens. Moi, j'adore l'architecture, les lignes, les horizons et puis, ben, ça permet comme ça d'être parfois plus inspiré. Ouais, très bien. On va arriver aux 2 dernières questions. Est-ce que tu as une vente qui t'a marqué dans ta carrière en termes d'apprentissage? Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, pourquoi? Sans forcément rentrer dans les détails de la vente, mais plus, sur ce que tu as appris, finalement sur cette vente. Ben, en fait, ça dépend du thème qu'on veut, j'ai envie de dire qu'on veut aborder, mais c'est vrai que comme aujourd'hui on parle de la vente douce et du soft selling, ben, il y a une vente qui me vient en tête, c'est, pour un client qui s'appelle BTP Consultants. Donc en gros, c'est des consultants, des ingénieurs, hein, un groupe assez important, dans le domaine donc du bâtiment, de la construction et en fait, c'était une mission, c'était un prospect donc, hein, c'était une mission où, ils voulaient qu'on développe pour eux leur stratégie commerciale. Et c'était au début, hein, de quelque part de mon activité de conseil, hein, de formation et puis, ben, à un moment donné, donc il y avait, vraiment la direction générale, de ce groupe qui me dit à un moment donné pendant ma soutenance: «Mais finalement, est-ce que
développer et déployer une stratégie commerciale, vous l'avez déjà fait pour des clients? Et je leur ai dit tout à fait sincèrement: «Non, je l'ai jamais encore fait de manière formelle, sous forme de mission». Bon, bien sûr, dans mes expériences passées, quand j'étais directeur des ventes, directeur commercial et cetera, je l'avais fait, mais j'étais dans une posture qui était différente. J'étais moi-même, intégré à un groupe et en fait, j'ai été hyper sincère encore une fois et je sais qu'il y avait plein d'autres groupes qui étaient en lice et tu vois, ce qui est marrant, c'est que finalement les autres, c'est ce que j'ai compris après, eh ben, ils avaient des schémas tout faits. Il fallait en gros faire entrer un carré dans un rond ou inversement, et ça leur a pas plu à ce client-là, parce qu'ils se sont dit, bah ouais, non, enfin, ils ont pas l'air très flexibles, en gros, ils ont leur méthodo, on peut pas en bouger. Et moi, j'ai tenu un discours qui était radicalement différent. Je leur ai dit, moi, je crois énormément, j'ai énormément confiance dans le rapport qu'on va avoir et dans le travail qu'on va faire ensemble. Parce que vous avez une expertise que j'ai pas, moi j'ai un œil neuf et puis des techniques qui nous permettront, mais ensemble, en mode coproduction finalement, co-développement, d'aller là où vous voulez. Et puis finalement, c'est ça qu'ils ont acheté. C'est-à-dire que c'était sympa parce que là où c'était une vente douce, c'est que c'était pas quelque chose qui était préétabli. C'est que la personnalisation, elle allait même jusqu'au point de dire, c'est nous qui allons le construire ensemble. Et finalement, bah, ils m'ont acheté moi. C'est-à-dire que plutôt que quelque chose de tout fait, ils ont acheté la vision que j'avais ben, de l'articulation de la mission que je leur proposais. Et ça, c'est sympa comme exemple parce que pour un labo, une fois, ça me fait ça aussi. Nous, on n'est pas spécialisé dans le e-learning, tu vois. On en fait, bien sûr, mais nous, vraiment, ce qui est important, c'est la persuasion, le mental, le management. Après, qu'importe le format. Mais ils voulaient vraiment un module spécifique sur le e-learning. Et ils m'avaient demandé pareil. Je me souviens, ils étaient 7 en face de moi. Moi, j'étais tout seul. C'est à peu près pareil. Mais ils m'ont dit, mais vous êtes spécialisé là-dedans? Et là, pareil, je leur ai dit non. Mais l'important, c'est de se poser les bonnes questions, de comprendre sur le terrain quels sont les vrais enjeux, de savoir vous aussi comment vous voulez faire évoluer les choses, c'est où que sont les gaps. Et je vous assure que si jamais la structure est bien faite, eh bien, derrière, l'opérationnalisation, elle se passera bien. Et là, pareil, eh ben, ça m'a permis d'être sélectionné par rapport à d'autres acteurs beaucoup plus spécialisés, mais qui finalement avaient un discours peut-être trop technique et moins flexible. Oui, c'est vrai que ça, c'est un conseil qu'on peut donner aussi. On n'a pas forcément tout le temps réponse à tout. On peut très bien dire non, ça, je ne sais pas faire, ou je ne l'ai jamais fait, ou je ne le fais pas. Et ça montre de la sincérité, parce que c'est vrai que finalement, quand on est en face de soi un commercial qui dit oui à tout, donc c'est-à-dire qu'il peut tout faire et qui a la solution parfaite, on peut se dire finalement, il me dit oui, mais en fait, il n'est pas sincère, quoi. Il dit oui et puis il Euh, est pas sincère et puis aussi, ça peut être oui, mais c'est comme ça et pas autrement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je pense encore une fois, quand on est vraiment dans une posture de conseiller et de partenaire, il faut de la flexibilité, il faut, le fait d'avoir aussi de l'humilité et de se dire en revanche: «Est-ce qu'on est ensemble capable de miser sur quelque chose dont les contours sont peut-être pas encore complètement définis?» Mais c'est peut-être normal que ce soit pas complètement défini et c'est ça aussi, probablement la bonne vente, la vente douce, le soft selling, c'est, de se dire: «On admet ben, les choses qu'on n'a peut-être pas encore faites, mais surtout que de toute façon, c'est en construisant, il faut avoir des atouts, des compétences, de l'expérience, ça c'est sûr. Mais voilà, il ne faut pas avoir un discours qui est figé ou forcer à aller selon un certain process. Parfois, justement, c'est en étant créatif, adaptable, qu'on fait la différence. Ouais, c'est vrai que ça me fait penser moi aussi à une anecdote où en début d'année, j'ai un auditeur du podcast qui m'a contacté, donc Jérémy Arroche, qui est le fondateur de l'entreprise Quantmetry, et qui m'a dit: «Alexandre, j'aimerais vraiment que tu interviennes auprès de mes équipes commerciales pour leur donner enfin, des conseils, de les former, de faire un kick-off sur la stratégie, etc.» Et moi, je lui ai dit: «Bah, écoute, moi, je vends des logiciels pour former les commerciaux, mais je ne le fais pas.» Et il voulait vraiment, donc je lui ai conseillé des coachs, des formateurs, mais il voulait vraiment que ce soit moi qui le fasse. Et je lui ai dit, bah écoute, pourquoi pas, mais ce sera la première fois pour moi. Et du coup, il a insisté. Mmh. Donc je l'ai fait parce que j'aimais bien les challenges, et finalement, bah, ça s'est très bien passé. Et je pense que le fait de lui dire ça, finalement, ça l'a poussé encore plus à me, à me demander, en fait, hein. Mmh. Donc c'est un peu la même anecdote que toi. C'est ça, ça rejoint complètement, hein, le fait qu'on achète aussi et avant tout les hommes, les femmes et puis, ce qu'on incarne, ce qu'on dégage. Ouais. Bah écoute, merci. On a encore une dernière question avant de clôturer le podcast, Virgile. Est-ce que si tu pouvais inviter quelqu'un sur le podcast, ou plusieurs personnes, hein, si tu veux, mais qui me conseillerais-tu? Ça dépend du thème bien sûr qui peut être développé, mais moi je pense à quelqu'un qui s'appelle Jacques Siamas
et qui en fait a une société qui s'appelle Selling to Executives. Et en fait, c'est vraiment sur la partie très grand compte. Sur la partie grand compte, lui, sa spécialité, si tu veux, qui pourrait être intéressant pour les héros de la vente, donc, c'est de savoir comment on s'adresse à un C-level, comment on s'adresse à une direction générale. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il a été, pour le coup, directeur financier de grands groupes. Il a eu des postures donc au sein de direction générale. Et donc, il sait ce que c'est la notion notamment d'investissement et comment on peut persuader, convaincre des grands groupes, hein, parce il l'a vécu de l'intérieur et il a un discours qui est très intéressant sur finalement comment on approche et comment on parle, comment on peut argumenter auprès d'une direction générale. Donc dans une logique grand compte et puis haut niveau, j'ai envie de dire, d'interlocuteur, il a une très forte valeur ajoutée. Donc je penserais probablement à lui. Je pense que ça peut être un podcast super intéressant. Ouais, sur la vente au grand compte, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, donc avec plaisir. Bah, écoute, je lui enverrai également une petite invitation et il passera sans doute début 2021 sur le podcast, s'il accepte. Ok, génial. Bah, écoute, merci Virgile, on arrive à la fin du podcast. C'est quelque chose, à mon avis, qui va aider beaucoup de gens, donc les conseils que tu as donnés pendant ces 3 quarts d'heure de podcast. Comment on fait pour te contacter si jamais on veut te poser des questions ou travailler avec toi? Oui, alors déjà, je tenais à te dire merci également pour le plaisir d'avoir pu faire ce podcast avec toi. Merci à Paul-Jacques Moreau d'ailleurs qui avait pensé à moi en tant qu'intervenant lors d'un Oui, podcast que tu as enregistré récemment avec lui. Et puis, pour me contacter, c'est simple, hein, il y a mon site web www.rhetorica.fr, ça s'écrit RETORIK.fr. Et puis, de toute façon, comme c'est moi qui ai fondé le cabinet, on peut aussi encore plus simplement me joindre directement par email. Donc c'est Virgile, V-I-R-G-I-L, point Benyayer, alors c'est un peu plus compliqué à épeler, mais c'est B-E-N-Y-A-Y-E-R, @rhetorica.fr. Et puis même sur mon portable, allons-y, pourquoi pas, 06 12 26 soyons fous. 21 23. Comme ça, là, les gens qui veulent me contacter, ils ont tous les moyens, mais encore une fois, voilà, en cherchant sur LinkedIn ou sur mon site web, c'est très facile. Et ça, c'est un autre conseil, tu vois, qu'on peut donner. N'hésitez pas à mettre votre contact, surtout si vous êtes commercial, hein, votre contact mail et téléphone simplement sur votre profil LinkedIn. Ça aide encore, ça aidera votre prospect à rentrer en contact avec vous. C'est toujours des conseils qui paraissent simples, mais je pense que beaucoup ne le font pas, hein. Vous pouvez aller vérifier sur LinkedIn. C'est pour ça que je me suis permis d'être transparent. Quand tu m'as dit comment on peut te contacter, j'ai fait, voilà, hein, autant tout donner, même si jamais, du coup, Ouais. voilà. Au moins, il n'y a pas d'excuse si jamais quelqu'un veut me contacter. Il a l'info, si jamais, bien sûr, il a écouté le podcast, mais ça sera avec plaisir. Ouais. Bah, écoute Virgile, on te souhaite une bonne continuation, une très belle fin d'année, puisqu'on enregistre début décembre l'épisode. Entendu? Et puis à très bientôt, du coup. Eh ben, très belle fin d'année à toi aussi, puis pour le coup, à tous ceux qui nous écoutent, en fonction de quand sera diffusé, soit des belles fêtes, soit en tout cas une super année aussi 2021 à venir, avec la visibilité qu'on a, mais à nous de faire en sorte qu'elle soit belle et encore une fois, qu'elle soit, pour faire écho à ce qu'on vient de dire pendant ce podcast, qu'elle soit la plus douce possible. Ouais, ça va peut-être nous changer de 2020. Ouais, je l'espère. On l'espère. Allez, à bientôt Virgile. Merci Alexandre. À très bientôt. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!